2014, d'après Eurostat, le volume total des déchets produits dans l'ensemble des pays de l'UE, par les activités économiques ou par les ménages, c'est 2,5 milliards de tonnes. Donc c'est le volume le plus élevé jamais enregistré entre 2004 et 2014. Donc côté français, nous avons produit 324 millions de tonnes de déchets en 2015 cette fois, selon l'Agence de l'environnement. Les déchets produits par les ménages représentent que 10% des déchets produits au total, mais ça représente quand même 573 kilos de déchets par an et par personne. Donc, la production de déchets, d'objets, a un impact sur l'environnement dans la mesure où elle utilise les ressources naturelles. Les plastiques, par exemple, sont produits avec du pétrole. Mais une fois qu'on les utilise, une partie de ces déchets est dispersée de façon complètement incontrôlée dans l'environnement. Par exemple, 8 millions de tonnes de plastique par an finissent dans les océans. Et dans l'UE, c'est 46 milliards de bouteilles en plastique à usage unique qui sont consommées chaque année. Donc, le traitement des déchets lui-même est coûteux, même si il crée des emplois et il permet d'être, par l'incinération, transformé en énergie. Donc voilà, quoi qu'il en soit, si diminuer la quantité de déchets en amont paraît indispensable, réfléchir à comment gérer nos déchets et à comment les réduire, ça implique de réfléchir à comment on change nos modes de vie, nos habitudes de consommation. Donc tout ça pour dire que comment pouvons-nous produire moins de déchets? Est-ce que c'est suffisant de mieux recycler? Comment moins jeter à notre échelle? Mais dans la mesure où les déchets ménagers ne représentent que 10% des déchets totaux, qui doit-on responsabiliser, le consommateur ou le producteur? Et plus généralement, que peuvent les pouvoirs publics européens et nationaux pour réduire la quantité de déchets en Europe. Donc, pour en discuter avec vous ce soir, nous avons 3 intervenants avec vous. Dès qu'ils se seront présentés très brièvement, chacun leur tour, ce sera à vous de poser vos questions, donc n'hésitez pas. Donc, tout d'abord, nous avons monsieur Michael Mansuy, donc vous êtes directeur des affaires publiques de la branche déchets de Veolia. Donc, je vous laisse vous présenter. Ça marche? Ah oui, ok. Oui, voilà, je travaille chez Veolia, qui est une petite PME de 25 milliards de chiffre d'affaires. On a plusieurs activités, en fait. On a une branche qui est une branche énergie, qui fait de l'efficacité énergétique, une branche sur l'eau, qui fait de l'assainissement et aussi de l'eau potable. Et moi, je suis spécifiquement sur la partie déchets, qui représente à peu près 36% de l'activité du chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment une branche importante pour Veolia. On est présent dans plein de pays dans le monde, et surtout en Europe, où on fait 56% du chiffre d'affaires, dont 22% en France. Donc c'est vraiment le marché de prédilection pour nous, au niveau des déchets. Et au niveau de l'activité déchets, on fait vraiment tout. C'est-à-dire qu'ici, je ne représente pas qu'un mode de traitement, aucun type de déchets, mais tous. Les déchets dangereux, les déchets non dangereux, les déchets municipaux, les déchets industriels, la collecte, le tri, l'incinération, la décharge, tout. Donc voilà. Et pour ma part, en fait, j'ai été embauché il y a 12 ans chez Veolia Propreté pour m'occuper des affaires réglementaires. C'était la révision de la directive cadre qui vient d'être révisée au niveau européen. Donc ça fait 12 ans que le débat évolue. Et c'est intéressant de voir un peu justement quelles sont les propositions qu'on peut faire dans ce cadre-là. Voilà. Ensuite, nous avons madame Laura Châtel, qui est chargée de plaidoyer pour l'ONG Zero Waste France. Bonjour à tous. Oui, moi je m'appelle Laura Châtel, donc je travaille à Zero Waste France. Zero Waste France, c'est une ONG de protection de l'environnement qui est spécialisée sur la question des déchets et plus largement, par extension, de la consommation des ressources, en fait, de nos ressources naturelles. Ce qu'on défend, ce qu'on promeut, c'est le développement, l'application de ce qu'on a appelé la démarche zéro déchet, ce qui est un grand nom pour dire finalement la réduction des déchets, la réduction de la consommation de nos ressources et l'amélioration du recyclage. Cette démarche zéro déchet, on le défend à l'échelle individuelle, c'est-à-dire qu'on va faire beaucoup de sensibilisation des citoyens sur les petits gestes qu'on peut faire au quotidien. Mais on le défend aussi à l'échelle des politiques locales. Donc on a beaucoup de liens, de contacts avec les collectivités, les municipalités, parce que la démarche zéro déchet, ça peut aussi s'appliquer dans un service public de gestion des déchets. Et puis on défend aussi ça, défend ces idées à l'échelle nationale et européenne. Donc on va avoir ce qu'on appelle le plaidoyer au niveau des ONG, ce qui veut dire pour nous le lobbying, mais le lobbying pour l'intérêt général, parce qu'on est financé par les dons et les adhésions des citoyens. Et enfin, nous avons monsieur Pascal Durand, donc vous êtes eurodéputé au Parlement européen, du coup. Eurodéputé, pardon. Et vous êtes membre du groupe des Verts.
Oui, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je crois que ma présence ici, c'est parce que j'ai essayé de travailler sur un rapport en amont des déchets. C'est-à-dire que j'ai porté au Parlement européen un rapport qui a été adopté, et c'est un élément quand même nouveau, parce que c'est la première fois que le Parlement européen s'intéressait à la question de l'obsolescence programmée. Donc j'ai porté un rapport sur l'obsolescence programmée pour essayer justement de parler de cette société du jetable, du déchet, de tout ce qu'on veut. Donc on est dans un endroit qui s'appelle la recyclerie. Donc il y a effectivement le fait de considérer les déchets, c'est-à-dire après qu'est-ce qu'on en fait, mais en amont de ça, si on peut éviter qu'il y ait du déchet, si on peut avoir des produits qui durent, des produits qui sont réparables, des produits qui sont réutilisables, évidemment, on économise énormément de choses. Je pense qu'on y reviendra. C'est un des sujets les plus importants, hein, j'allais dire, du siècle qui vient. C'est savoir comment arriver, non pas simplement à utiliser les déchets, mais comment arriver à économiser l'eau, comment arriver à économiser les terres rares notamment, comment on peut réduire les transports, comment on peut faire en sorte que les produits ne soient pas simplement des produits auxquels on envoie un signal prix, parce que vous savez très bien que le signal prix, ça veut dire d'abord et avant tout une misère sociale absolument terrible dans les pays du Sud, là où on les produit, pour que les coûts soient écrasés. Puis ça veut dire énormément de transport, énormément d'émissions de gaz à effet de serre et des pertes industrielles, des pertes sociales extrêmement fortes chez nous, donc, enfin chez nous au sens large, dans l'Europe et au-delà. Donc voilà, c'est le sujet qui, je suppose, m'a valu cette invitation ce soir. Merci beaucoup. Alors, peut-être qu'il y a déjà une question de la salle. Non. Ok. Alors, moi, j'ai une petite question. Donc, vous avez parlé. Donc, vous êtes eurodéputé et vous expliquez qu'en fait, il faudrait réduire la quantité de déchets en amont, mais pour ça, il faudrait inciter les gens à changer de mode de vie, à changer de mode de consommation, etc. Donc, est-ce que à l'échelle européenne, il y a des choses qui ont été faites, qui sont en train d'être faites, et est-ce que c'est positif? Et je demanderai à nos deux autres invités de réagir également. Non, si je dis que rien n'est fait, je mentirais. La réalité, c'est la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que ce qui est fait est suffisant, ou est-ce que ce qui est fait correspond à la demande? C'est-à-dire que si on regarde sur quelques produits particuliers, on a des directives européennes. Je ne parle pas de la question du déchet, je parle en amont, hein, notamment au moment de ce qu'on appelle la directive éco-design, etc. C'est-à-dire au moment où on conçoit un produit, il y a des directives européennes qui essayent de faire en sorte qu'on conçoive de manière plus intelligente, plus durable les produits. La réalité, c'est que dans l'ensemble des produits que nous consommons, que nous importons et que nous utilisons, c'est assez ridicule. C'est assez ridicule tout simplement parce qu'on est dans des logiques, je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une logique de départ qui a été envoyée, qui était celle de la société de consommation à tout crin. Donc on vous expliquait, on nous a expliqué, et là c'est encore plus pour votre génération et celle qui m'a précédé, encore plus que pour la mienne, on nous a expliqué que garder quelque chose, c'était être un ringard complet, être un minable. C'est-à-dire que vous faisiez durer, vous n'avez pas le dernier téléphone à la mode, vous n'avez pas les dernières pompes, vous n'avez pas le dernier frigidaire, la dernière télé, vous êtes un moins que rien. Dans une cour d'école, vous êtes minable, et quand vous allez chez... Bon, etc., etc. Donc on nous a matraqués, mais je dis bien matraqués de publicité, on nous a matraqués de mode et d'obligation, en fait, à changer en permanence tout le matériel. Et ça a été conçu pour être comme ça. Par exemple, on prend un exemple, vous le connaissez, mais je ne me lasse pas de le répéter. Les iPhones, et je ne critique pas le fait qu'on ait des téléphones portables, je dis simplement les iPhones, il y a deux manières de faire en sorte qu'ils tombent systématiquement en panne et qu'on soit obligé de les balancer. La première, c'était par exemple de coller les batteries. Ça paraît con, mais une batterie, tout le monde sait que ça tombe en panne, une batterie, au bout d'un moment. D'ailleurs, chez Apple, il semblerait que ça tombe en panne même plus tôt que prévu. Mais ça, c'est un autre sujet. Ça tombe en panne régulièrement. C'est un peu comme si, quand vous collez la batterie sur un téléphone, vous le ramenez chez Apple, on vous dit « Ah ben non, il faut changer le téléphone ». C'est un peu comme si, je sais pas moi, la roue de ma voiture tombait en panne et puis on me dit « Bah, faut balancer la roue ». Bah oui, c'est normal, une roue, ça dure pas, ou un pneu, donc on va balancer toute la voiture. Et la logique, elle était là. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des vis, on a collé. Alors on a collé pour deux raisons. D'abord la question du coût, parce qu'évidemment ça coûte beaucoup moins cher de mettre un coup de colle plutôt que d'aller mettre des vis. Ça c'est une première raison. Mais la deuxième, elle est évidente, c'est que les ingénieurs de chez Apple, ils savent très bien que la batterie va tomber en panne et que donc on va renouveler
le téléphone. Alors cette logique, on peut la décliner, mais je vous le fais pour le téléphone, mais on le fait pour l'imprimante, etc. Ça, c'est une manière. Il y en a une deuxième en informatique, c'est les mises à jour. Vous upgradez votre téléphone et hop, ça, paf, il tombe en panne. Pareil pour l'ordinateur. On ne vous a pas expliqué que, effectivement, voilà. Donc ça, c'est des logiques qui vous obligent, en permanence, votre téléphone se met à ramer. Alors, quand il y a des procès, de temps en temps, quand il y a des organisations, des ONG, des organisations de consommateurs qui arrivent à démontrer la fraude, mais c'est hyper compliqué de démontrer une fraude, évidemment, là, on bouge un peu. Mais globalement, on vous le fait pour tout. Moi, je ne sais pas, j'ai eu un jour un lave-vaisselle qui est tombé en panne, et je vous assure que c'est vrai, il y avait le voyant de programmation des que dalle qui est tombé en panne au bout de 3 mois. Ils sont venus, j'avais la garantie, je leur ai demandé de réparer. Ah ben non, on ne sait pas réparer, c'est trop compliqué, ça coûte trop cher, on reprend le machin, on vous le balance, on vous en met une autre. Bon, j'ai dit non, j'ai resté avec un machin qui fait que je lance parfois le programme de... Bon, c'est pas, on s'en fout. Mais la réalité, c'est que la logique consistait à prendre un truc neuf, sans se demander combien de tonnes de CO2 avaient été émises pour arriver à faire ce produit. On s'en fout, on le prend en jette et on en met un autre. Ça coûte moins cher. Voilà. Donc, et je réponds à votre question et je termine là-dessus. Qu'est-ce que peut faire les pouvoirs publics? Qu'est-ce que peut faire l'Europe? D'abord, ils peuvent faire en sorte qu'on aide à... D'abord, il faut développer les garanties. Parce que plus votre produit est garanti, pour le moment, les garanties, c'est vous qui les payez. Hein. Les garanties sont très courtes et on vous vend, et les distributeurs gagnent beaucoup d'argent, des extensions de garantie que vous achetez en général, parce que personne n'achète un frigidaire pour 18 mois ou pour 2 ans. Donc, 1, c'est étendre les garanties. 2, c'est privilégier la réparation. Ça veut dire faire baisser, par exemple, la TVA, comme certains pays le font, sur la réparation, parce que ça, ce sont des emplois non délocalisables, évidemment, et puis par ailleurs, c'est des produits qui durent. Donc bon, après on y reviendra un peu dans le détail, il y a plein de solutions. Mais globalement, tant qu'on est dans une logique de surconsommation et de société, d'un capitalisme effréné, etc., ça sera très compliqué de changer de modèle. Mais en attendant de changer de modèle, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on va en sortir, en attendant, on peut faire des choses, notamment en développant la protection des ressources naturelles, en réduisant enfin, en obligeant, en gros, en mettant un critère de réparabilité pour les biens, ça serait déjà quelque chose de très très important. Et ça marche, il y a plein d'exemples qui marchent, notamment en Suède ou ailleurs. Ok, donc ça c'est un petit peu en fait ce que vous avez expliqué dans le rapport d'initiative que vous avez remis au Parlement européen, l'obsolescence programmée sur les appareils électroniques et l'électroménager. Mais vous, Madame Chatel, à Zero Waste France, vous militez carrément pour que dans la vie quotidienne, en fait, les déchets soient vraiment réduits, au-delà juste des questions liées à l'électroménager. Oui. Oui, bah alors on travaille aussi globalement les biens d'équipement électroménagers, etc. Par exemple, on a lancé cette année, en 2018, le défi Rien de Neuf, que vous pouvez encore rejoindre. C'est un défi, entre guillemets, on a proposé aux gens en janvier 2018 de prendre une bonne résolution. Vas-y, j'essaye d'acheter rien de neuf cette année. Ça paraît impossible comme ça, mais en fait, on fait du coup la promotion de plein d'alternatives et ça permet juste, au moment où on décide d'acheter quelque chose, de se poser la question, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je ne peux pas l'emprunter? Est-ce que je ne peux pas l'acheter d'occasion ou le louer? Qu'est-ce que j'ai déjà dans mon placard que je n'utilise plus? Donc voilà, c'était une manière de sensibiliser aussi plutôt nous en tant que citoyens sur ces questions-là. On travaille nous aussi beaucoup sur le sujet des plastiques, des déchets plastiques et des emballages. Alors c'est vrai qu'ils pèsent pas lourd quand on regarde le total des déchets. Après c'est un petit peu trompeur parce que les quantités de déchets, les proportions sont calculées au poids. Donc forcément quand vous avez le secteur du bâtiment et que vous l'intégrez, forcément les gravats ça pèse beaucoup plus lourd que les plastiques. En termes de pollution et d'impact sur l'environnement c'est un petit peu différent. C'est pour ça qu'on regarde de très près ce qui se passe au niveau des déchets plastiques. Et pour répondre à la question qu'est-ce que l'Union européenne peut faire? De ce point de vue-là, nous, on est assez contents en ce moment parce qu'il y a une directive qui a été proposée par la Commission européenne et qui est justement en train d'être négociée, qui va être votée au Parlement européen la semaine prochaine. Et pour la première fois, en fait, cette directive ne se contente pas de travailler sur la gestion des déchets, c'est-à-dire, une fois qu'on a des déchets, quel est l'objectif de recyclage, comment est-ce qu'il faudrait les trier, et puis c'est quoi la priorité entre la décharge, l'incinération ou le recyclage. Là, pour la première fois, l'Union européenne, elle se positionne aussi en amont. La Commission européenne vise une dizaine, en gros, une quinzaine maintenant de produits plastiques à usage unique qui se retrouvent le plus souvent dans la nature. Et elle décline un petit peu, elle fait des propositions pour régler le problème.
ce que les ONG disent depuis déjà des années, c'est que pour régler ce problème-là, il ne faut pas se contenter de chercher à recycler, il faut aussi réduire en amont. Il y a des choses, les gobelets en plastique, les contenants pour la vente à emporter, par exemple, c'est un déchet qui explose aujourd'hui, qui se retrouve souvent dans la nature parce que, par définition, il est consommé de manière nomade. Et donc, c'est un déchet sur lequel on ne peut pas se contenter de se dire, on va en recycler 50% dans 5 ans ou dans 10 ans. Il faut agir plus en amont. Et donc la Commission européenne, pour la première fois, propose à la fois des mesures d'interdiction pour un certain nombre de produits, les pailles en plastique, les tiges pour ballons, donc ça paraît un peu anecdotique, mais c'est toujours ça de moins, on va dire, dans les océans peut-être d'ici 5 ans. Et puis surtout, elle propose par exemple des objectifs de réduction de la consommation. C'est la première fois que la Commission européenne se dit, là, sur ce matériau-là, ce déchet-là, il faut qu'on réduise notre consommation. Et ça, c'est hyper important, ne serait-ce qu'en termes de... Alors, on attend de voir, évidemment, quelle sera l'ambition du texte final, quel sera le niveau de contrainte, on espère qu'il sera maximum, mais en tout cas, c'est déjà un signal politique, en fait, très fort qui peut permettre aussi, derrière, d'orienter les investissements. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des porteurs de projets qui développent des systèmes de consignes, que ce soit des contenants consignés pour la vente à emporter, justement, dans des milieux urbains, ou que ce soit la consigne telle qu'on la connaissait, c'est-à-dire pour les bouteilles de bière en verre, mettre une consigne pour pouvoir les re-remplir plutôt que de les casser à chaque fois et les recycler. Et ces acteurs-là, aujourd'hui, ils peinent beaucoup à se développer parce que le jetable est tellement peu cher, tellement mis à disposition gratuitement, c'est extrêmement difficile de développer un business model qui soit, entre guillemets, rentable, sachant qu'il n'y a aucun encouragement, aucune incitation de grands groupes pour se pencher sur ce sujet-là, des consommateurs pour adopter un mode de consommation un peu différent. Et donc avoir un signal politique comme ça de la Commission européenne qui dit d'ici 5 ans, il faudrait réduire de 50% notre consommation de gobelets jetables, notre consommation de boîtes en plastique, etc. Ça peut être très très important aussi justement pour permettre à ces activités de se développer. On a plein de porteurs de projets qui sont scandalisés par le jetable, qui veulent développer des projets. On a plein de consommateurs qui en ont ras-le-bol aussi, qui aimeraient avoir des solutions. Et aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est ce signal politique, un petit peu ce soutien qui pourrait permettre d'orienter ces investissements. Donc de ce point de vue-là, et je vous aurais peut-être pas dit ça il y a 1 an, mais là, en ce moment, je suis de bonne humeur. et on regarde avec vraiment attention ce que fait l'Union européenne. Et ce serait un beau signal qu'elle fasse ça avant les élections. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une question de la salle? Non. Oui. C'est pas directement en lien avec ça, mais on peut pour amener la conversation autre part. Mais je me demandais, quand on parle de réduire la quantité de déchets, il faut d'abord comptabiliser combien est-ce qu'il y a de déchets. Et je me demandais, est-ce qu'au niveau de l'Union européenne, mais aussi au niveau d'entreprises privées comme, je ne m'en souviens plus, Veolia, en fait, est-ce qu'on incorpore la quantité de déchets qui sont utilisés, qui sont jetés, qui sont utilisés pour la production de produits finaux, qui viennent d'autre part que d'Europe, en fait. Parce que le calcul, au total, ne serait pas du tout le même. Et on ne peut pas parler de réduire la quantité de déchets en Europe si on ne parle pas de réduire la quantité de déchets autre part, parce qu'on est des consommateurs, mais la production n'est pas en Europe. Voilà. Merci. Monsieur Mansuy, je pense que c'est le Sur la partie statistique, c'est quelque chose qui est depuis des années à Bruxelles et qui est très difficile à résoudre. C'est clairement pas au point en ce moment, en fait. C'est vrai que les statistiques déchets, on y met ce qu'on veut. Chacun a un avis différent. Chacun part sur des définitions pas forcément identiques. Donc on arrive à la fin à des choses pas forcément comparables. On va donner maintenant un satisfecit. La Commission, dans le dernier paquet, a essayé de simplifier déjà les méthodes de comptabilisation en Europe. Donc on est en train de travailler sur des systèmes un peu compliqués, mais qui devraient nous permettre d'arriver à plus de comparabilité entre les États membres. Ça, ce serait déjà une bonne chose. Maintenant, la réflexion que vous faites sur l'export, elle est vraie pour les statistiques et l'import, elle est vraie pour toutes les statistiques, mais tout type de réglementation. Ce qu'on dit toujours à Bruxelles, c'est vous ne pouvez pas faire une réglementation ici si elle ne s'applique pas à l'extérieur, notamment sur le plastique. Si on met des contraintes ici, il faut qu'à l'extérieur, ils aient les mêmes contraintes. Sinon, on va avoir des plastiques importés ici qui ne répondent pas aux mêmes normes, qui sont donc pas traitables en Europe, dont on ne sait pas quoi faire dans nos installations quand ils arrivent, en fait. Et là, je rebondis sur la question d'avant, sur l'éco-design. Je pense qu'on est à un tournant parce que, historiquement, on s'est intéressé au démantèlement. C'est-à-dire qu'un produit bien conçu se démantelait. Et puis, depuis 2004-2006, la réglementation chimique s'est développée, donc le règlement REACH sur l'enregistrement des substances, la classification et l'étiquetage des produits,
les polluants persistants organiques. Et en fait, tout ça a amené un nouveau niveau de recyclabilité. Et c'est ce concept qu'on voudrait lier à la réparabilité. C'est une fois que le déchet arrive chez nous, est-il recyclable? Et là, on arrive à une complexité qui est assez importante. Mais si on ne le fait pas, si le producteur de produits ne s'assure pas qu'il y a une filière de traitement après la production de produits, on ne pourra rien en faire, en fait. Et donc, il faut que ça s'applique à l'extérieur, il faut que ça s'applique chez nous, et surtout, il faut des définitions claires au niveau européen pour qu'est-ce qu'on entend par la recyclabilité, la réparabilité, et faire en sorte que ça s'applique au-delà de nos frontières. Voilà. Très bien. Monsieur Durand? Non, cette question-là, elle vaut, mais pour quasiment toutes les questions sur lesquelles on est en train de buter. C'est-à-dire aussi bien les questions climatiques, les questions de gaz à effet de serre, les questions sociales. Parce que, évidemment, vous pouvez avoir aussi des normes quand on vous dit, je sais pas moi, tel grand groupe a des pratiques sociales extrêmement brillantes avec les syndicats, etc. Bien sûr, s'il externalise au Bangladesh ou ailleurs toute sa production et que là-bas, les conditions de travail sont absolument scandaleuses, et c'est évidemment un euphémisme, la réalité, c'est que ce groupe-là est quand même responsable d'une exploitation sociale terrible. Donc il faut l'intégrer. Et c'est pour ça qu'on essaye d'avoir, et les ONG se battent énormément là-dessus, pour répondre à votre question, avoir des reportings qui soient des reportings mondiaux. Et pas simplement de prendre en compte, c'est comme si vous prenez, quand vous discutez sur l'alimentation sur des vaches, on va vous dire, ah bah oui, mais la vache, en réalité, elle consomme, ou elle a consommé tant d'eau, etc. Non, pour arriver à ce que vous ayez 1 kilo de steak dans votre assiette, il faut regarder le cycle complet, y compris la déforestation en Amazonie pour mettre du soja, OGM au demeurant, qui va ensuite faire des milliers de kilomètres pour aller nourrir, etc., les vaches chez nous. Donc, vous avez parfaitement raison de le dire, il faut prendre en compte l'ensemble du cycle. Et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est effectivement ce que l'Europe essaye de faire. Et pour répondre à cette préoccupation, on a réussi sur certains sujets. Par exemple, un sujet qui peut vous parler comme ça concrètement, l'expérimentation animale pour les produits cosmétiques. L'Europe l'a interdite, c'est-à-dire qu'elle a mis des années, mais à un moment, elle est arrivée en disant on n'a plus le droit d'utiliser des animaux, de tuer des animaux, de faire souffrir des animaux pour des produits cosmétiques. Eh bien, cette interdiction a été portée par l'Europe, mais elle a ensuite été portée pour l'ensemble du monde, c'est-à-dire que ne rentrent pas en Europe, sont interdits de vente en Europe tous les produits qui ne justifie pas qu'effectivement ils respectent cet engagement européen. Donc REACH, c'est la même chose, sur un certain nombre de molécules. On n'a pas le droit de rentrer les produits, on n'a pas le droit de les produire en Europe, mais on n'a pas non plus le droit de les importer dans l'Union européenne. Donc effectivement, cette question, elle est majeure. Pour que l'Europe édicte des normes, et que ces normes soient des normes appliquées et respectées, il faut qu'il y ait des barrières à l'entrée. Et il y a des barrières pour le moment déjà sur certains produits, mais il faut mettre des barrières beaucoup plus fortes sur les questions environnementales. Et je répète, ça c'est un peu mon dada, mais je pense quand même que si on ne le fait pas, on passe complètement à côté de quelque chose, c'est de mettre des bornes sociales et de faire en sorte que des produits qui sont produits dans des conditions qui ne respectent pas les règles de l'OIT ne puissent pas rentrer en Europe. Ça sera là aussi une manière, notamment pour les t-shirts ou autres, on verra que tout de suite, les conditions de fabrication seront modifiés parce qu'ils perdraient le marché européen. Donc évidemment, ils ne peuvent pas se le permettre. Donc voilà, mais sur l'Europe, je partage tout à fait. Il faut qu'on norme et il faut qu'on impose au reste du monde le respect de ces normes-là. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question, une proposition? Oui. Bonjour. Est-ce que ce serait possible que vous nous en disiez un petit peu plus sur les propositions de la nouvelle directive européenne, s'il vous plaît? Sur le plastique ? Oui, exactement, sur la réduction du plastique. Ok, je peux m'y essayer. Et puis si j'oublie des choses, vous compléterez. Alors l'Union européenne, elle propose d'interdire les pailles et les tiges pour ballons en plastique à usage unique et les cotons-tiges, je crois, en plastique. Elle propose des mesures de réduction de la consommation, sachant que pour l'instant, dans le texte tel qu'il est proposé, c'est juste faudrait se fixer des objectifs de réduction significatifs, ce qui est pour nous pas suffisant. On aimerait que l'Union européenne donne un chiffre. Mais c'est des concepts d'objectifs de réduction de la consommation. Ça, c'est pour les gobelets et les contenants alimentaires en plastique.
et notamment viser la vente à emporter. Et puis ensuite, il y a des mesures qui peuvent être des mesures d'obligation d'affichage, par exemple d'affichage de l'impact environnemental du produit. Par exemple, ça c'est sur les protections hygiéniques. Pour que ce soit écrit sur l'emballage que typiquement c'est pas une bonne idée de le jeter dans les toilettes, que c'est un produit qui a un impact. Voilà, donc là, nous, on espère obtenir des mesures qui soient aussi des mesures de sensibilisation aux alternatives réutilisables, zéro déchet, parce qu'elles existent aussi dans ce domaine-là. Et puis ensuite, il y a des mesures de ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur, qui est un principe qui veut que les entreprises qui mettent sur le marché des produits payent une petite contribution qui vienne couvrir le coût de gestion, de traitement de ces déchets-là. C'est ce qui existe par exemple sur les emballages, qui permet de financer le tri que vous avez chez vous, la collecte et le tri des déchets. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces filières REP, alors déjà, les coûts ne sont pas forcément couverts complètement, et en plus, elles sont que sur certains produits. Donc les emballages, elles sont sur, alors à l'échelle de l'Union européenne, je ne sais pas, mais en France, sur les meubles, sur les textiles. Et donc l'Union européenne propose d'élargir un petit peu cette filière de responsabilité élargie du producteur à d'autres types de produits, et notamment les filets de pêche, qui sont aujourd'hui, il y a rien qui finance la récupération de ces filets de pêche, donc en général, ils sont jetés dans la mer directement. Des filtres à cigarettes, donc quelque part des mégots. L'idée, c'est de faire contribuer les entreprises qui mettent sur le marché des cigarettes au coût de collecte des mégots, sachant que ce coût de collecte, pour la première fois, inclurait aussi les coûts de nettoyage des rues. C'est-à-dire, on part du principe que oui, l'entreprise est quelque part responsable si elle conçoit un produit qui se retrouve systématiquement ou quasiment systématiquement dans la nature, et que soit il faut qu'elle le conçoive autrement, soit il faut qu'elle mette des messages de sensibilisation sur l'emballage suffisamment importants, suffisamment impliquants pour qu'on arrête de retrouver des mégots partout par terre, entre guillemets. Donc voilà, c'est un petit peu les grandes nouveautés. Et puis il y a aussi des objectifs de collecte pour les bouteilles et de recyclage. Il y a un cas d'école très intéressant au niveau économique, c'est qu'il fixe un taux de collecte des bouteilles en plastique de 90%. Donc ça, c'est clair. On applaudit des deux mains et des deux pieds, c'est exactement ce qu'on voulait. C'est pour des résines particulières qui marchent bien, on ne devrait pas avoir de problème à les réintégrer. Maintenant, nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait des objectifs de réincorporation minimum obligatoires pour que dans les nouvelles bouteilles soit mis un pourcentage minimum, 25, 35, de plastique recyclé. Parce que ce qui est important pour nous, et c'est ce cas d'école que je veux expliquer, c'est qu'il faut créer un marché derrière. Et que s'il n'y a pas de débouché de marché pour les matériaux de recyclage, il n'y aura pas de recyclage en fait. On va accumuler des matériaux dont on ne saura pas quoi faire, puisque le pétrole est pas cher, les plastiques vierges sont pas chers, pourquoi un industriel aurait-il intérêt à utiliser des plastiques recyclés qui vont lui coûter plus cher? Donc c'est pour ça que je pense que la réglementation est fondamentale en général, mais dans le domaine des déchets en particulier, parce que s'il n'y a pas du volontarisme, notamment au niveau européen, il ne se passe pas grand-chose. Les engagements volontaires qui ont été pris en France et en Europe, c'est très bien. Je pense personnellement que ce n'est pas tout à fait suffisant. Il va falloir voir où est-ce que ça a amené et éventuellement penser à réfléchir à un système un petit peu plus sophistiqué en termes de réincorporation et d'instruments économiques pour faire que ça marche. Donc voilà. Un deuxième petit point sur les systèmes de REP, responsabilité élargie du producteur, c'est très bien, mais c'est bien de faire remonter la responsabilité au producteur de produits. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un producteur de déchets, c'est lui qui jette par terre par exemple, ou dans la poubelle. Et lui ne doit pas être déresponsabilisé totalement. Parce que finalement, il faut que les deux soient à égale distance en fait, de la responsabilité et qu'ils puissent tous les deux un peu financer finalement la gestion de ces déchets. Voilà. Donc pour certains flux, ça fait tout à fait sens. Pour d'autres, il faut responsabiliser plutôt le producteur de produits. Je pense notamment aux déchets industriels, commerciaux, etc. En plus de cette directive-là, il y a une nouvelle directive qui est en discussion sur les objectifs de tri. Parce qu'en fait, là où aussi il faut bien comprendre, l'Union européenne, d'abord, elle n'a pas la capacité d'imposer aux États, il n'y a pas de police européenne, donc ce sont les États qui ensuite gèrent. Mais surtout, il y a une disparité très importante. Par exemple, sur les déchets, on a des pays comme la Grèce ou autres qui ont évidemment d'autres priorités là, à court terme, et ils enfouissent leurs déchets. Donc eux, ils ne sont pas du tout dans des logiques de tri. Ils sont dans des logiques de on fait disparaître. Alors nous, on a brûlé très très longtemps, hein, donc on n'a pas non plus de leçons à donner.
Donc il faut par pays arriver à définir des objectifs. Donc c'est ce qu'on essaye de faire là, avec des directives sur le tri, trier, comme en Belgique d'ailleurs. En Belgique, il y a un tri beaucoup plus efficace qu'en France, avec des amendes. C'est-à-dire que là, il y a des pays où on met des amendes quand c'est mal trié. Ça tombe pas directement, mais ça responsabilise aussi les gens. On met d'abord une lettre en disant faites attention, etc. Puis bon. Et donc vous avez des tris très très séparés sur le verre, le plastique, le papier, enfin beaucoup plus perfectionnés, y compris aussi sur maintenant le compost et les déchets alimentaires, parce qu'on a beaucoup parlé des déchets industriels ou autres. Et évidemment, quand on voit les conditions pour les ordinateurs, quand ça part et tout ça part en Afrique, dans des conditions odieuses après pour aller récupérer quelques pièces dedans, on a aussi énormément de déchets alimentaires. Donc c'est aussi là-dessus qu'il faut travailler et réduire cette partie-là pour en faire du compost. Des villes comme San Francisco l'ont montré, ça marche là aussi très très bien. Merci. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui. Merci. Suite à vos discours, je voudrais soulever ce point-là de tri. Je suis d'origine de République tchèque. On est grands buveurs de bière et on a su garder quand même la filiale de consigne pour les bouteilles de bière, qui marche plutôt pas mal, dans le sens que vous déposez vos bouteilles dans le supermarché, vous avez une petite somme à la fin que vous pouvez échanger contre un produit acheté au magasin, et en même temps, le camion qui livre les bouteilles pleines repart avec des bouteilles vides, ce qui ne fait pas des camions à vide où on ne transporte pas du lait. Comparé à mon expérience en France, ici en France, en fait, chaque fois que je vais visiter des amis ou la famille, c'est une grosse galère pour moi. Parce que je suis habituée de trier comme on trie dans notre commune. Dans la commune voisine, c'est complètement différent. Et en discutant dans ma famille française, c'est un grand point de blocage. Par exemple, à ma mère tchèque, quand elle est venue, je n'arrivais pas à expliquer, mettre pas le gobelet de yaourt dans la poubelle, parce qu'elle s'est ramenée ses propres yaourts de République tchèque. Moi, je fais des yaourts maison, mais bref. Elle s'est ramenée les yaourts, elle voulait me mettre le gobelet dans le tri, et je dis non, tu ne le mets pas, parce que ici, tu vas polluer les chaînes de triage. Ici, c'est pas trié. Mais si tu veux trier, il faut que tu fasses 10 km dans une commune voisine. Et là-bas, la solution existe. Est-ce qu'il y a possibilité de déjà légiférer cette façon-là de trier? Ou d'autres exemples, dans la commune où j'habite, il y a un nouveau quartier qui s'est développé récemment. Et c'est la galère pour avoir le compost. En fait, c'est vraiment... je vais être fort à moi, mais c'est la guerre pour avoir un compost. C'est... Oui, monsieur Durand. On rejoint, quand je vous disais, en Belgique, il y a le même système. Vous retournez au supermarché et la bière, les Tchèques sont très bons, mais les bières belges sont pas mal non plus. Et donc, effectivement, il y a un réseau. Mais comme moi, je vais faire le vieux schnock, mais quand j'étais gamin, c'était ça. Les bouteilles de lait, elles étaient vendues dans du verre et on les ramenait. Allez hop, là, on prenait. Et bon, enfin, c'était ça pour énormément de produits. Alors, la difficulté que nous avons, c'est que l'Union européenne, on lui reproche de trop normer. Et à chaque fois, on dit l'Union européenne vient nous emmerder sur la taille des rétroviseurs, la taille des machins. Si l'Union européenne commence à décider que dans chacun des pays, sans regarder justement les histoires, on doit trier comme ça et comme ça ne marchera pas. Tout simplement parce que les pays vont faire de la résistance, vont bloquer, et ce sont des sujets sur lesquels, sans unanimité, ça ne passe pas. Donc, en fait, d'abord et avant tout, ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est que les pays qui sont en avance servent de référence et servent d'exemple. C'est pour ça que je donnais la Belgique par rapport à la France. La Belgique, c'est 2 pays dans lesquels je vis, la Belgique est bien plus avancée sur la question de la gestion du tri et du recyclage que la France. Donc je vois que la République tchèque l'est également. Il faut que ces pays-là prennent la main en fait, en Europe pour arriver à servir de code de bonne conduite. Après, légiférer tout de suite demain en disant voilà, on doit faire ça, ça, ça et ça, c'est hyper compliqué. Je veux dire, en ce moment, l'Europe va pas très bien. Je crois que j'ai pas besoin de vous le détailler. Et donc, si on commence à normer, bon. Oui. Pour enchaîner simplement sur les déchets organiques, sur le compost, là, pour le coup, l'Europe a, entre guillemets, légiféré parce que dans la directive qui a été votée l'année dernière, il y a une obligation de mise en place du tri
des déchets organiques. Donc ça veut dire qu'en gros, elle dit quand même aux États membres, faut mettre une troisième poubelle chez chaque citoyen, ou en tout cas pour les citoyens qui n'ont pas moyen de faire du compost, soit dans leur jardin, soit dans du compostage collectif. Et donc ça, c'est d'ici, selon le délai de transposition, c'est 2023 à peu près. Ce qui permet d'avancer un petit peu la date. On avait déjà voté en France, dans la loi de transition énergétique, une obligation à horizon 2025. C'est écrit dans la loi, chaque citoyen doit avoir une solution de tri à la source de ses déchets organiques. Donc, normalement, d'ici 5 ou 6 ans, si vous n'avez toujours pas votre petit bioseau chez vous, votre compost, vous pouvez aller... voilà, vous pouvez aller vous inquiéter auprès de votre collectivité. On a beaucoup bataillé sur ce sujet-là parce que typiquement la France, notamment la France, avait décidé d'investir dans ce qu'on appelle le tri mécano-biologique, c'est-à-dire on s'est dit on va pas demander aux citoyens de trier un troisième flux de déchets, c'est trop compliqué, on va faire des usines, des installations qui permettent de trier mécaniquement et puis de faire du compost à partir de la fraction fermentescible, c'est-à-dire les déchets organiques qu'on aura réussi à extraire. Évidemment, ça ne marchait pas très bien. La qualité de compost n'est pas bonne. Il y a du plastique dedans. Les agriculteurs n'en voulaient pas spécialement. Et donc, aujourd'hui, on revient un petit peu en arrière. Mais il a fallu batailler là-dessus. Et donc, la France a pris du retard par rapport à d'autres pays, notamment des pays du nord de l'Europe et même l'Italie. Maintenant, il y a des villes en Italie comme Milan, comme Trévise, qui trient les déchets organiques depuis 5-6 ans déjà. En France, on a encore beaucoup de retard. Il y a à peu près 4 millions d'habitants qui ont une solution pour trier leurs déchets organiques chez eux. Il y en a un petit peu plus si on compte ceux qui ont des jardins et qui font du compostage. Mais c'est encore très limité, notamment dans les grandes villes. Oui, monsieur Mansuy. Oui, sur la partie consigne, je pense que c'est un peu comme le tramway à Paris, ça va revenir d'une façon ou d'une autre. En fait, on a enlevé les tramways pour mettre des bus, puis quand ça fait ressens de remettre des tramways, on remet des tramways. En fait, c'est un peu dans le cadre de la FREC en France, ça a été proposé par Brune Poisson. Et ça ne fait pas sens partout, mais je pense qu'effectivement, dans des cycles en boucle fermée, comme on dit, ça fait tout à fait sens de remettre des consignes, mais pas dans tout, effectivement. Et sur la partie tri, nous, ce dont on a besoin en tant qu'industriel, c'est de la visibilité, parce que c'était des investissements derrière. Il y a des centres de tri qui trient des flux de certaines façons. Alors, il faudrait qu'on ait une image claire pour l'avenir de ce qu'on doit trier et comment on doit le trier. En France, il y a l'extension des consignes de tri qui fait que les gens ont rejeté tout dans la poubelle jaune. À nous, après, à charge pour nous de surtrier tout ça. Donc, ça suppose des investissements. Et on crée des flux nouveaux dont on ne sait pas forcément quoi faire maintenant, qui vont demander de l'innovation. Tout ce qu'il faut faire, c'est que ce soit un peu planifié, en fait. Et c'est là où la planification des déchets est importante. C'est qu'on prenne en compte un peu tout ça pour faire les investissements nécessaires qui permettront de trier et de recycler in fine ces flux-là. Voilà. Donc, on a beaucoup parlé tout à l'heure de la responsabilisation du producteur, mais le consommateur a un rôle très très important à jouer en fait dans le recyclage. Mais est-ce qu'en France, on est assez avancé là-dessus? Est-ce que la législation française ou la pédagogie qui est faite est suffisante pour qu'on puisse faciliter le travail de Veolia? Ne me demandez pas de faciliter le travail de Veolia. En France, on se situe un petit peu dans le milieu de tableau pour ce qui est des taux de recyclage. En effet, je pense que par rapport à d'autres pays, on souffre de consignes de tri pas encore très claires. Et de ce point de vue-là, ça devrait s'améliorer dans le sens où d'ici 2022, normalement, on va vous demander de trier tous vos emballages dans la poubelle jaune. Et puis, vous aurez en plus, normalement, une poubelle pour le compost. Donc, on peut espérer que la France fasse un petit bond en avant par rapport à d'autres pays européens qui ont fait ce bond-là il y a 5 ans, en gros. Après, je pense que justement aussi en France, mais partout en Europe, on a eu tendance à limiter aussi le geste qu'on pouvait faire en matière de déchets au geste de tri, sans d'ailleurs trop expliquer quel était le sens du geste de tri. Et je pense qu'aujourd'hui, les citoyens sont prêts à entendre un autre discours qui va un petit peu plus loin et qui soit plutôt sur la réduction des déchets. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme geste dans son quotidien pour réduire en amont les déchets, parce que le tri c'est bien, c'est très important, recycler c'est très important, mais en termes de consommation de ressources par exemple, recycler c'est pas non plus la panacée. Il y a un certain nombre de matériaux qui se recyclent pas à l'infini, et alors le plastique en est un bel exemple. C'est mieux que rien, enfin il faudrait encore mieux réduire notre consommation de plastique globalement, parce que sinon on n'arrivera pas à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, les pollutions liées au plastique. Donc voilà, je pense qu'au-delà du tri, il y a aujourd'hui
aujourd'hui un autre message à porter aux citoyens, qui est celui de la réduction à la source, sachant que ça peut là aussi donner des changements de mode de consommation très agréables en fait. Enfin, la consigne, ramener son emballage consigné dans son magasin de quartier, ça peut être quelque chose de plutôt sympathique en fait. Faire du compost avec ses voisins, c'est plutôt sympathique. Donc voilà, il y a des choses comme... C'est aussi des gestes qui peuvent permettre de réduire, de faire des économies, tout simplement. Quand on passe au coton démaquillant réutilisable pour les filles, bah c'est autant de coton démaquillant qu'on n'aura plus à acheter, entre guillemets. Donc voilà, il y a plein de petits gestes comme ça qu'on peut faire aussi. Au-delà de simplement le geste de tri, quoi. Si on veut aller un peu plus loin, c'est possible aujourd'hui. En fait, j'avais le souvenir d'un exemple juste quand j'étais jeune, il y a longtemps, j'étais allé en Allemagne. Et quand vous alliez, à l'époque, tout le monde fumait. On fumait beaucoup, et en France et en Allemagne. Quand vous montiez dans une voiture française, franchement, le cendrier, il est toujours nickel. Il était propre. Vous montiez dans une voiture allemande, le cendrier était dégueulasse. Donc a priori, on se dit, bah, les Allemands, bah non. C'était juste une question d'éducation, c'est-à-dire qu'en France, quand vous aviez fumé votre clope, hop, vous la balanciez par la fenêtre. Et donc le cendrier, finalement, il était toujours plein, toujours vide, toujours bien. Alors qu'en Allemagne, bah, on gardait et puis on allait vider le cendrier derrière. Voilà, c'est juste pour dire que concrètement, il y a des gestes qui s'apprennent. C'est aussi une question d'éducation, ça s'apprend partout, ça s'apprend dans toutes et il faut commencer très très jeune sur le fait de recycler. Alors les fameux 3 R, hein, réduire, recycler et réutiliser. Enfin, c'est clair qu'on a besoin de consommer moins, donc il faut utiliser moins de matières premières, et puis il faut faire durer, donc pouvoir réparer, et puis à la fin recycler. Bon, moi je suis peut-être pas tout à fait d'accord quand même sur le fait qu'il faut mettre au même niveau la responsabilité individuelle et la responsabilité des entreprises qui polluent, parce qu'il y a un moment où il faut qu'elles aient un vrai coût. C'est-à-dire que moi j'ai connu les sachets de thé dans des cartons, voilà. Et puis après j'ai vu arriver dans les cartons des cartons. Et puis je vois arriver des papiers à l'intérieur du sachet, du plastique, du machin. Maintenant pour boire un thé, vous mettez 10 minutes pour ouvrir le sachet et après 30 secondes pour le boire. Ça suffit. Ça à un moment c'est pas simplement, il faut que c'est un coût. Parce que je comprends que l'industriel fait ça parce que pour le marketing, le machin, tout ça c'est chic, c'est joli. Mais en réalité, ça emmerde tout le monde. Et puis, franchement, c'est là du gâchis complet. Et donc, je pense que ça va s'arrêter quand il y aura un vrai coût pour cela. Après, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut que les individus soient responsabilisés. Mais enfin, il y a un certain nombre de gros industriels qui ont quand même une responsabilité assez forte sur ce sujet-là et qu'on pourrait légèrement inciter, une petite taxation, léger, mais bon, ça peut réorienter. Vous voulez réagir, Michael Mansour ? Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est bien de responsabiliser le producteur de produits, effectivement, aussi, mais je pense que la responsabilité, c'est pas juste de payer pour le traitement de ces déchets, c'est aussi la responsabilité de les éco-concevoir bien, d'intégrer du recyclé. C'est pas juste de mettre une éco-contribution plus ou moins modulée éventuellement, et puis de se dire... Bon, finalement, les déchets sont traités. On a vraiment besoin d'organiser des filières industrielles qui demandent effectivement de mettre en place parfois la taxation, parfois des modulations, parfois voilà. Merci. Alors on a une question au fond et 2, 3. Donc on va commencer par en prendre 2 et après on les prendra au fur et à mesure, d'accord ? Bonsoir. Merci de votre présence ici déjà. On a beaucoup parlé du recyclage, mais le recyclage c'est aussi de l'énergie et donc en partie de la pollution. Du coup, je voudrais revenir plus sur l'amont. Qu'est-ce qu'on pourrait faire déjà nous en tant que consommateurs et qu'est-ce qui est fait et est encore à faire au niveau national et européen pour disons, empêcher les aberrations telles que les pots de yaourt individuels ou les biscuits qui sont dans des sachets individuels, dans une barquette en plastique qui, elle aussi, est emballée dans du plastique. Quel est notre pouvoir là-dessus sur les industriels de dire bah non, ça, vous ne pouvez pas le faire, en fait? On va prendre la deuxième question et comme ça nous permettra de prendre plus de questions. Oui. Bonsoir, merci. Du coup, ma question est suivante. En fait, les déchets ménagers représentent 10% de déchets total. Et du coup, c'est plutôt les industries qui font les restes de déchets. Et du coup, comment on peut les réduire en fait,
pour que ce soit plus rentable pour le business. Ça veut dire qu'empêcher toutes ces industries pour émettre ces déchets en mettant certaines taxes. Du coup, par exemple, par rapport à soit on les enfuit, soit on les trie, soit on ne met pas du tout de déchets. Ça veut dire que ce n'est pas du tout les mêmes taxes. Est-ce que c'est possible au niveau européen? Merci. Alors, ces deux questions se rejoignent un peu. Je reformulerai de la façon suivante. Quel pouvoir a le consommateur pour faire en sorte que les industriels leur proposent de quoi consommer de façon beaucoup plus, avec beaucoup moins de déchets? Pour répondre à la première question sur la réduction des déchets, c'est sûr qu'à l'échelle individuelle, on peut faire beaucoup. C'est la bonne nouvelle. Hein. Je pense que le déchet, c'est un des nouveaux leviers qui a été identifié pour réduire globalement son empreinte sur l'environnement. Je pense qu'il y a 10 ans, quand on y réfléchissait, on réfléchissait plutôt transport, éteindre la lumière, etc. Aujourd'hui, le déchet, voilà, c'est un nouveau levier sur lequel on peut agir à l'échelle individuelle sans aussi attendre que ça bouge. On peut, par exemple, essayer de consommer avec moins d'emballage. Donc, ça veut dire potentiellement faire ses courses au marché, trouver un magasin vrac près de chez soi s'il existe, ou en tout cas essayer de réduire au maximum, même dans les rayons de votre supermarché, pour les gens qui ne veulent pas changer d'habitude, vous pouvez opter pour le sachet de sucre avec un papier autour, plutôt que le sachet de sucre dans sa grande boîte rose, hein, pour ne pas citer de marque, qui est vraiment un produit marketing pur, qui n'est pas spécialement recyclable, en tout cas n'est pas recyclé à l'heure actuelle, c'est une certitude, et qui a un impact environnemental juste 10 fois pire que le petit papier, l'emballage en papier. Donc on peut faire ce genre de choses. On peut aussi à l'échelle individuelle, et ça c'est important parce que c'est les produits qui pèsent le plus lourd aujourd'hui en termes d'impact climatique, essayer justement quand on réfléchit à acheter un nouveau produit neuf, voir s'il n'y a pas une alternative d'occasion, si on ne peut pas réparer, si on ne peut pas tout simplement s'en passer, ou bien trouver d'autres alternatives pour les textiles, pour les produits, les biens d'équipement. C'est très important de réfléchir à ça. Et puis après, en tant que citoyen, on peut aussi évidemment faire pression à la fois sur le politique. Aujourd'hui, si on parle par exemple du plastique à usage unique dans l'Union européenne, je pense que c'est parce que la Commission européenne et les élus européens ont identifié que c'était un sujet sur lequel la population s'était mobilisée. Il y avait un peu un ras-le-bol de la pollution plastique, du plastique dans les océans, etc. Donc ça débouche sur une action politique. Donc on peut aussi faire pression sur les politiques et rejoindre des associations, hein, par exemple. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et puis aussi, nos gestes de consommation vraiment comptent beaucoup. Il y a 5 ans, il n'y avait aucune épicerie 100% sans emballage en France. Il n'y avait aucun magasin qui proposait d'acheter tout en vrac. Globalement, ce n'était pas possible, il n'y avait pas de solution. Le mouvement zéro déchet, entre guillemets, citoyen s'est développé. Aujourd'hui, il y a quasiment 150 épiceries vrac partout en France qui ont ouvertes en l'espace de 2-3 ans, sans soutien politique aucun, à part souvent des soutiens politiques d'élus locaux. Mais il n'y a pas de politique nationale aujourd'hui pour encourager le vrac. Nous, on aimerait bien qu'il y ait une espèce de fonds d'investissement qui viennent soutenir ces projets, ces alternatives, parce qu'aujourd'hui, économiquement parlant, c'est vrai que c'est peut-être plus simple de vendre un truc emballé individuellement dans du plastique, mais mine de rien, parce qu'il y a une demande citoyenne, parce qu'il y a une demande du consommateur, ça s'est développé quand même, ces activités. C'est quand même, je trouve, un beau signal du fait que le citoyen peut aussi vraiment orienter le développement de certaines activités économiques et, in fine, aboutir sur certaines politiques qui vont quelque part venir rattraper le mouvement qui s'est déjà lancé. Pascal Durand. Oui, alors, ce qu'on peut faire, c'est à chaque fois qu'on achète quelque chose, se demander si, d'abord la première des questions, c'est est-ce qu'on en a vraiment besoin. La deuxième, c'est de faire un peu ce qu'on fait naturellement pour une voiture. Quand on n'est pas très riche, même parfois quand on est plus chanceux, on regarde s'il n'y a pas une voiture d'occasion, une deuxième main qu'on peut acheter, et ça marche très bien, le marché de la seconde main. Je prenais l'exemple de la Belgique. En Belgique, les magasins de seconde main sont beaucoup plus développés qu'en France. Ça commence à se développer aussi en France, hein. Mais bon, c'est un truc important. Un téléphone, typiquement un téléphone portable, vous trouvez maintenant en plus avec des garanties, que ce soit sur Back Market ou ailleurs, on s'en fout des noms, mais vous avez des garanties parfois de 12 mois sur des téléphones qui ne sont pas très vieux, mais bon, qui ont une nouvelle vie grâce à ça.
Donc on peut faire ça, évidemment acheter en vrac. Par exemple, le bio coûte plus cher que l'alimentation normale, mais quand vous achetez en vrac, vous achetez des quantités plus grandes, finalement les prix sont rééquilibrés. Donc vous pouvez avoir des boîtes chez vous, des boîtes pour n'importe quoi, le riz, le muesli, le machin, tout ça vous pouvez le mettre et le garder plus longtemps, finalement vous ne le paierez pas plus cher. Bon, c'est des comportements, mais il n'y a pas de... Après, il faut que vous ayez conscience de quelque chose de très important. Ça vient d'être dit, mais le poids, le pouvoir des consommateurs, des ONG, alors à travers les engagements qui peuvent être des engagements associatifs, mais également des comportements individuels, bouleversent les règles politiques. Tout simplement parce que les politiques, à un moment ou un autre, ils ne sont pas très courageux, d'abord, d'une manière générale. Et surtout, on leur met une pression énorme, notamment les industriels. Alors on parle tout le temps des lobbies industriels, mais les lobbies industriels, c'est quoi? C'est des gens qui viennent vous voir en disant « moi j'ai 10 000 emplois ». J'ai 5 000 emplois, etc. Donc si vous normez, si vous nous obligez ça, moi je suis obligé de fermer mon usine, etc. Donc c'est un chantage permanent, parfois réel, mais souvent un vrai chantage, parce que c'est pour maintenir des profits. Et la réalité, c'est que s'il n'y a pas une vraie pression des citoyennes et des citoyens derrière, ceux qui veulent changer les choses, notamment au sein du Parlement, mais pas que, se retrouvent mis en minorité. Donc il faut que vous nous aidiez, et donc vous avez un pouvoir très fort. Sur la consommation et sur la capacité à agir. Vous n'imaginez pas le poids que vous pouvez avoir dans les comportements que vous mettez en œuvre. Après, sur les 10%, 90%, c'est vrai, si on ne regarde pas qu'en réalité, les 90% qui sont faits par les industriels sont achetés par des gens derrière. Et donc, en réalité, on a, nous, et on revient toujours là, c'est la poule et l'œuf, on a la capacité à agir, y compris sur les industriels. Mais il y a une dernière chose, et ça, vous ne me l'enlèverez pas. À un moment, il faut que l'on fasse payer, par exemple, le prix des transports. Parce qu'il est évident que tant qu'on continuera à subventionner à tour de bras le kérosène, les bateaux, les avions, les machins, donc on fait faire des milliers de kilomètres, et ce sont pour une grande partie nos impôts qui les payent. Et donc, tant que le prix du transport ne sera pas le prix réel, alors on continuera à importer des biens fabriqués à 10 000 ou à 15 000 kilomètres. Et ça ne peut pas fonctionner parce que les prix ne seront jamais les mêmes. Donc il y a un moment où il faut arrêter de subventionner ce qui pollue et vous allez voir que petit à petit, ça va se relocaliser. Et vous allez voir aussi, par exemple, un truc con, mais les constructeurs automobiles, ils feront en sorte que leurs boîtes de vitesse ne tombent plus en panne parce que là, on les prend, on les jette, on les alors qu'on pourrait les réparer et que ça commence. Et donc voilà, on a la capacité à agir, c'est très très important. Et oui, il faut quand même un peu changer et réorienter la fiscalité, faire payer ce qui pollue et baisser la fiscalité. C'est pour ça que je parlais de baisser la TVA, par exemple, sur la réparabilité. En Suède, ils l'ont amené à 4% sur la réparation des vélos, d'un certain nombre de choses. Ça, ce sont des marchés réels. Vous écrasez la TVA et vous créez une dynamique et un marché. Donc, on peut le faire. Pour ça, il faut aller récupérer les impôts ailleurs. Voilà, il y a un moment, il faut taxer. Il y a un principe, pollueur-payeur. Ce principe, il est dans la charte de l'environnement, il est dans notre législation. La réalité, c'est que quand Veolia dépollue de l'eau, par exemple, et qu'il le fait de manière efficace, Veolia ou une autre entreprise, mais cette eau, elle a bien été polluée par quelqu'un. Si vous voulez, moi, je veux bien qu'on aille en Bretagne et qu'on parle des algues vertes, qu'on parle des nitrates, qu'on parle de tout ça. Mais c'est nous qui finançons la dépollution. Et c'est très compliqué de dépolluer ça. Il faut une technicité, au demeurant, extrêmement efficace. Et simplement, ceux qui polluent ne sont pas emmerdés. Ils n'ont rien à payer. Rien. C'est la collectivité qui paye la dépollution. Donc ça, à un moment, il faut en sortir. Si on fait des choix qui sont des choix industriels qui polluent, eh bien, c'est aux industriels de financer la dépollution, au moins pour une part. Parce qu'il ne faut quand même pas continuer à considérer qu'on doit mutualiser l'ensemble des pertes et l'ensemble de ce qui coûte, et puis, en revanche, laisser quelques industriels, je dis bien quelques industriels, parce que moi, je ne suis pas du tout persuadé que le monde industriel soit dans les logiques de on pollue, on jette. Non, non, non. Mais il y en a une partie, oui. Et bien celle-là, il faut qu'elle banque, et qu'elle banque sérieusement. Et vous allez voir, je suis sûr que ça changera les comportements. Michael Mansu, vous voulez réagir ? Juste sur la question sur les déchets industriels et commerciaux, en fait, j'ai une mission de lobbying pour vous. Il faut que vous alliez voir la commission environnement, la DG environnement de la Commission européenne, et vous lui posiez la même question, en fait. Voilà. Parce que la directive cadre a été révisée et été votée dernièrement, et on a un objectif sur les déchets municipaux, simplement, de 65% en 2035
à recycler, de préparation pour recyclage. Nous, on a dit, tout le secteur des déchets, il faut absolument élargir aux déchets industriels et commerciaux, il faut voir plus large que le scope des déchets municipaux. On n'a pas été entendu pour le moment. Donc on espère que ce sera dans le futur. Après, c'est peut-être un problème politique qui fait que agir sur les déchets municipaux, c'est agir sur les déchets des gens. Donc c'est plus visiblement politiquement. Les déchets de l'industrie, c'est plus compliqué, c'est plus divers peut-être par certaines façons. Mais ça demande de s'y intéresser sérieusement parce que si on ne met pas des objectifs identiques ou des objectifs spécifiques, ça risque d'être plus difficile à capter. Donc voilà. Après, la grande majorité des déchets produits en Europe, il faut quand même prendre ça en compte. C'est beaucoup de déchets du BTP aussi. Hein. Donc les déchets industriels et commerciaux ne représentent pas la totalité du reste. C'est une fraction, mais c'est les déchets minéraux, de l'industrie extractive et du BTP qui pèsent très lourd dans le total. Hein. Donc voilà. Et qui sont plus difficiles à recycler? Pas forcément, mais qui sont, on va dire... Pardon ? Voilà, ils sont en quantité en fait. Ils comptent beaucoup pour le recyclage en une certaine partie, ou pour le remblai, etc. Mais c'est vrai que tous les flux des entreprises sont très intéressants pour nous, parce que c'est des flux souvent assez purs. Qualitativement, on peut les réutiliser beaucoup plus facilement. En France, par exemple, on a un décret 5 flux qui oblige les entreprises à contractualiser avec un partenaire privé pour gérer leurs déchets. Moi, je trouve ça parfait, il faut que ce soit mis en œuvre, parce que là, c'est un point qu'on n'a pas abordé, mais si la réglementation dit quelque chose et que ce n'est pas vraiment mis en œuvre, bah, on n'arrive pas au taux de 65% à horizon 2035. Voilà. Pardon, mais sur le bâtiment, typiquement, voilà, le lieu dans lequel on est là, il y a 30 ans, ou dans les années 70-80, c'était démoli et on reconstruit. Voilà, parce qu'on aurait dit, bah non, c'est moche, c'est vieux, je sais pas, et on balançait. Et donc, cette logique-là, c'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure de réduire en amont, il y a un moment où, même dans le bâtiment, on pourrait d'abord utiliser des matériaux différents, et puis on pourrait essayer de reconstruire, mais sur la base de l'existant, et pas à chaque fois tout foutre en l'air pour reconstruire au motif que ça crée de la croissance. C'est ça le délire complet, c'est que pendant des années et des années, on nous a matraqué le fait que finalement, il faut tout balancer et à chaque fois tout refaire. Mais non, c'est complètement con. Il y a tout un tas de lieux qui sont là, plein d'espaces sont là depuis des années, parfois des siècles. Il faut les entretenir, les garder et arrêter de considérer que c'est ringard de continuer sur de l'ancien. Juste si je peux compléter sur les déchets industriels et commerciaux, une des manières aussi de faire en sorte que, un, ils soient réduits et deux, en tout cas, ils soient triés pour être recyclés, c'est d'augmenter les taxes sur les décharges et les incinérateurs, ce qui est normalement prévu en France, enfin, c'est en débat. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, objectivement, pour autant une municipalité, elle a plus ou moins intérêt à mettre en place le tri. Déjà, elle est obligée, en plus, ses citoyens la regardent, et en plus, elle touche des soutiens pour mettre en place, pour faire le tri. Mais une entreprise, je veux dire, personne ne la regarde, elle n'a pas spécialement intérêt à appliquer la réglementation si la décharge ou l'incinération coûte 2 fois moins cher que d'appeler un prestataire pour venir collecter ces déchets recyclables. Donc là, c'est très très important aussi, c'est un levier très, très important. Aujourd'hui, franchement, dans bien des cas, trier et recycler coûte moins cher que d'enfouir en décharge ou d'incinérer. Nous, on a fait une étude, un rapport sur la moquette, l'industrie de la moquette. Figurez-vous que c'est une catastrophe environnementale. Je ne vais pas peut-être charger la barque, mais il y a un sujet sur la moquette aussi. Et on a montré que typiquement dans le secteur de l'événementiel, la moquette, elle est commandée en grande quantité, elle est utilisée pendant 2 jours sur un salon, et puis elle est directement envoyée en décharge ou en incinérateur. Et les organisateurs d'événements qu'on interrogeait nous disaient, mais écoutez, ça coûte 2 fois moins cher de faire comme ça que de chercher une solution, que de développer une filière de recyclage ou que de la revendre pour chercher quelqu'un qui pourrait la récupérer pour qu'elle soit réutilisée. Donc, quand on est face à des acteurs qui nous disent ça, voilà, il me semble qu'il y a des moments où on ne peut pas avancer tant que les signaux économiques sont aussi incohérents. On va demander à la salle si... Alors, il y aura 2 questions au fond et... devant après. J'ai une question. Est-ce que réduire la quantité de déchets, c'est pas incompatible avec notre modèle économique et l'idée que l'on a de la croissance? Parce que si on fait tout ce qu'on dit là maintenant, c'est-à-dire recycler, recycler ou simplement réutiliser
ou acheter d'occasion, ce genre de choses-là. Et à un moment, la demande va chuter puisqu'on ne va plus rien acheter de neuf et donc la production va chuter, la croissance va chuter et le modèle économique risque, je sais pas, peut-être de s'effondrer ou... Enfin, j'en sais rien en fait, mais est-ce que c'est compatible ? On va prendre juste une deuxième question et parce que le temps commence à filer. Bonjour. Moi, je voulais revenir sur le système de consigne que M. Mansuy a évoqué justement. Il a dit qu'on allait revenir à terme peut-être à un système de consigne. Est-ce que vous ne pensez pas que, comme l'a dit M. Durand aussi, de par le poids des lobbies, notamment industriels et du recyclage, comme on l'a vu dans le reportage de Cache Investigation aussi, que le système de consignation il n'est pas vraiment compatible avec notre système actuel, qu'il y a beaucoup d'industriels qui sont contre ça, parce que ça rapporte pas autant que de vendre un emballage à usage unique. Et voilà, est-ce qu'à terme, c'est une solution envisageable si les lobbies et les industries sont contre ça, malgré le fait que du côté des consommateurs, c'est quand même une alternative qui est envisageable et appréciée par la majorité, je pense. Merci. Je vous laisse commencer, j'imagine. Ouais. Vous voudrez tous les trois réagir. Alors sur la question des emplois, évidemment c'est une question qu'on nous pose et qu'on se pose souvent. Souvent en fait les solutions zéro déchet, ça ne veut pas dire on ferme tout, on ne fait plus rien, on est, je sais pas, on s'enferme dans les bois et puis on revient à un état, je sais pas, sauvage. En fait, typiquement un système de consigne pour réutilisation, donc remplissage des bouteilles, c'est souvent plus intense en emploi que le système d'emballage jetable. Qui fait qu'un chemin, on va dire, vers la décharge ou l'installation de recyclage. L'ADEME a calculé, par exemple, que pour une tonne de déchets, c'était 1 emploi en décharge, c'était 3 emplois en incinération, c'était une quinzaine d'emplois, je crois, sur une installation de recyclage. Et puis c'était, et ça c'est plutôt le réseau des ressourceries, des recycleries, donc Emmaüs, etc., qui aujourd'hui a des emplois dans la récupération, dans le tri, dans la remise dans le circuit de produits d'occasion, et pour la même tonne de déchets, c'est plusieurs centaines d'emplois en fait qui sont créés parce que quand vous réintégrez dans l'économie des produits qui sont du coup des produits mieux conçus à plus forte valeur ajoutée, vous avez potentiellement plus d'emplois à la clé que quand il s'agit juste d'éliminer un déchet qui a fait qu'un tour dans notre boucle économique avant de finir en décharge ou en incinérateur. Donc, je pense que le zéro déchet, une autre... je ne sais même pas si on peut appeler ça de la déconsommation, mais c'est sûr que c'est une autre manière de consommer et ça veut, à mon avis, pas du tout dire moins d'emplois. Une épicerie vrac par surface de vente, je peux vous assurer que c'est beaucoup plus d'emplois qu'un supermarché. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que parfois ça peut encore coûter plus cher, ou en tout cas on a du mal à le développer. Donc vraiment la question de l'emploi, je pense qu'elle ne peut pas être résumée à plus on produit, plus on crée de l'emploi. C'est un peu plus compliqué que ça. Pour revenir sur la question de la consigne, déjà je pense qu'il faut faire attention, il faut bien distinguer, parce qu'aujourd'hui on utilise consigne pour un peu tout désigner. Bon, la consigne c'est un modèle où quand on achète un produit avec un emballage, on laisse quelque part une petite caution quand on achète le produit qu'on va récupérer quand on ramène l'emballage. Traditionnellement, la consigne, c'était en vue de la réutilisation. Donc c'était fait surtout pour des emballages en verre, ça peut être fait un petit peu pour le plastique, mais c'est compliqué à faire et c'est peu développé. Et le principal intérêt à ça, c'était que du coup, on récupérait la bouteille ou le flacon ou le bocaux sans le casser, et donc on pouvait simplement le laver et le réutiliser, le re-remplir tel quel. Et ça, en termes d'impact environnemental, c'est bien plus intéressant que de casser une bouteille en verre, de la refondre, de la relaver, parce que de toute façon, la nouvelle bouteille, elle est hygiénisée avant de la re-remplir. Et donc, c'est beaucoup plus de consommation d'eau, d'énergie pour faire tout ça. Donc, l'intérêt environnemental, il était là. Aujourd'hui, parfois, quand on parle de consigne, et malheureusement, le gouvernement, quand il parle de consigne aujourd'hui, il parle que de consigne pour recyclage. C'est-à-dire un système où on pourrait ramener sa bouteille en plastique ou sa canette d'aluminium dans un commerce, mais ce produit-là, il ne serait pas réutilisé, au sens il ne serait pas re-rempli, il serait simplement recyclé. C'est mieux que le système qu'on a actuellement, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont pas triées. Si on mettait une petite caution, une petite consigne sur un emballage,
on pourrait, a priori, ça va augmenter les taux de recyclage, les gens vont ramener leurs produits, donc au moins ce sera mieux recyclé. Mais le vrai intérêt de la consigne, et là où nous on milite pour que si on remet en place la consigne, on le mette en place aussi sur les bouteilles en verre, c'est que sur le verre, on peut mettre en place des systèmes de réutilisation. Et donc là, on remet en place des filières, parce que ça veut dire qu'on remet en place des laveuses qui ont complètement disparu en France, là où en Belgique il en existe encore, par exemple. C'est-à-dire qu'on remet en place des systèmes de logistique qui sont capables de récupérer ces emballages et de les réutiliser. Et donc là, on enclenche une dynamique vraiment vertueuse et vraiment zéro déchet. Donc oui à la consigne dans tous les cas, mais autant je suis assez optimiste sur le fait que la consigne pour recyclage va arriver, parce que Coca-Cola ne peut pas supporter aujourd'hui d'avoir la moitié de ses bouteilles qui se retrouvent dans la nature. Donc je pense qu'en tout cas en Europe, ils vont changer de stratégie, ils vont plus ou moins être en soutien. En Angleterre, ils ont déjà annoncé qu'ils n'étaient pas contre finalement la consigne pour recyclage, c'était une bonne idée. Eux, ils le voient comme une manière de éviter d'avoir des déchets dans la nature, c'est très bien. Mais en même temps, nous, on aimerait bien que Coca-Cola aille encore plus loin et se mette à réutiliser ses bouteilles comme il le faisait par le passé. C'est pas complètement impossible non plus. Il y a un rapport, il y a HSBC, un rapport de la banque HSBC qui conseille Coca-Cola, qui a dit la semaine dernière, suite, je pense, aux différentes avancées politiques et à la progression de la sensibilité du consommateur sur ce sujet, qui a dit à Coca-Cola, peut-être que vous devriez reconsidérer vos systèmes des systèmes de consigne pour réutilisation des emballages. C'est peut-être pas complètement, étant donné les politiques environnementales qui vont augmenter la sensibilisation du consommateur qu'on a ras-le-bol du plastique partout, c'est peut-être pas une stratégie débile. Donc eux, c'est sur la base purement économique, mais c'est quand même assez intéressant et ça montre que, là encore, en tant que citoyen et consommateur, on peut faire bouger des groupes. Enfin, il y a 10 ans, vous parliez à Coca-Cola de remettre en place la consigne pour réutilisation du verre, mais ils vous rigolaient au nez. Enfin, c'était impossible pour eux. Aujourd'hui, je pense que ça commence peut-être à faire l'objet de réunions en interne, en tout cas, j'espère. Sur la je vous demanderais juste de faire assez court si on veut prendre une dernière quelques questions. Juste pour répondre, pour nous, dans la partie déchets, la consigne, c'est plus un moyen qu'une fin. Parce qu'en fait, il y a une géopolitique un peu du recyclage qui est en train de se faire au niveau mondial. La Chine a fermé ses frontières à certains flux. Ça veut dire qu'on ne pourra plus forcément exporter ces flux vers la Chine désormais. Ils vont devoir rester en Europe, être traités. On voit bien que, et c'est le cas de Coca-Cola ou d'autres entreprises, il y a une pression de la société civile pour plus de recyclage, réincorporer plus, etc. Se pose la question de la qualité. Comment est-ce que ces industriels peuvent avoir du matériau de qualité pour réintégrer dans leur processus de production ? Et là, c'est là où la consigne fait sens sur certains flux, de se dire, je peux récupérer à moindre coût du matériel de qualité que je dois réincorporer dans mon processus de production. Donc en fait, je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à remettre en place ces boucles fermées dont on parle, parce qu'elles feront sens économiquement. Après, bien sûr, il y aura toujours du lobby intensif de certains secteurs, parce que ça leur coûte de l'argent. Mais si on est assez intelligent pour mettre les bonnes obligations au bon endroit, les bonnes incitations fiscales ou autres, et surtout qu'on fait payer les externalités négatives de la production de vierge, d'une façon ou d'une autre, alors on peut créer des systèmes où économiquement, les gens auront intérêt à se remettre dans des boucles fermées, avec ou sans consigne, mais qui permettront, d'éliminer les polluants, parce que vous parliez de cache investigation, mais c'était ça derrière. Il y a des polluants hérités du passé qu'il va falloir traiter d'une certaine façon, donc boucle fermée, parce qu'ils vont devoir être contrôlés, tracés et éliminés si besoin. Donc tout cette espèce de millefeuille de réglementation et d'obligation fait qu'à un moment, on pourra certainement basculer dans des systèmes en boucle fermée plus facilement. Voilà. Pascal Durand sur les modes de consommation. Sur la question économique d'une manière générale. C'est-à-dire que ça, c'est une vraie belle question, mais non pas que les autres ne soient pas des vraies belles questions. Et ça, c'est une vraie belle question parce que c'est le type même de la formation de notre état d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, on nous a expliqué pendant des années qu'il fallait produire plus, parce que c'est en produisant plus qu'on allait créer de l'emploi, qu'on allait créer de la richesse, et que, etc., etc., etc. Ça marche depuis... ce discours-là, ce discours-là marche depuis des années. La réalité, c'est qu'on s'est aperçu d'abord que les emplois industriels, on les a quasiment tous perdus. On peut aller se balader dans le nord, dans l'est ou ailleurs, et on va voir ce qui reste comme industrie, en France notamment, il n'y en a quasiment plus. Donc on n'a pas créé de l'emploi, on a créé beaucoup de richesses
En externe, oui, on a créé de la richesse, on a externalisé de la richesse, mais ça n'a pas nécessairement remonté ni des impôts, ni un certain nombre de choses. Et donc, globalement, le niveau économique n'a pas tellement progressé grâce à cette logique de croissance externalisée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette logique-là qui consistait à prends, je construis, je jette, je construis, ça ne peut plus. C'est juste, on va tomber là sur un mur. C'est qu'il n'y a plus les ressources pour pouvoir faire ça. On ne peut plus continuer à piller la terre, à piller l'eau, à piller, comme ça a été fait, l'ensemble de la planète, tout simplement, et ça a été démontré. Si on reste sur les logiques de production actuelles, il faudrait 2 ou 3 planètes. On ne les a pas. Voilà, on ne les a pas. Donc il y a un moment où là, il va y avoir une contrainte physique. Tout simplement, on ne peut plus continuer ce modèle économique qui a consisté à prendre. Et voilà. Donc il faut trouver autre chose. Et la troisième chose, et celle-là, elle est très intéressante, c'est qu'en dehors des contraintes, en dehors de la logique, j'allais dire, de notre formatage psychologique, qu'on a tous eu et qu'on a encore, il y a une économie qui semble plus rentable, y compris pour les grands groupes, qui est celle de l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire de sortir de la logique de la vente et de la propriété à tout crin, mais d'être beaucoup plus dans une logique d'usage. Et on l'a vu avec plein de sujets, mais par exemple, si vous allez vous balader dans un cabinet d'avocats ou d'expertise comptable, etc., ils n'achètent plus leurs imprimantes, leurs ordinateurs, c'est fini. C'est une mise à disposition avec une location financière. Et cette location financière, je prends n'importe quoi, mettons Toshiba, qui fournit toutes les imprimantes. Elle va les louer pour 36 mois. Et elle va proposer au bout de 18 mois, en règle générale, de les changer. Pourquoi ? Parce que les technologies avancent. Quand vous dites les gens ne vont plus racheter, ils vont racheter que de l'occasion. Non, il y a une partie des achats que nous faisons qui est liée à l'évolution de la technologie. Une voiture maintenant, c'était pas une voiture il y a 20 ans, il y a 30 ans, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas etc., etc. Moi j'ai connu les bagnoles sans direction assistée, voilà, donc ces logiques-là font qu'il y a quand même des évolutions techniques qui se font. Mais ce qui va se passer, c'est que des grandes marques vont essayer de faire durer leurs produits, tout simplement parce que, par exemple, vous allez dans un cabinet d'avocats, vous reprenez les imprimantes au bout de 18 mois, vous en mettez des nouvelles. Vous allez faire quoi avec les anciennes imprimantes ? Vous avez intérêt à les relouer à un cabinet d'avocats, par exemple, de jeunes qui s'installent, qui ont moins de fric, qui n'ont pas besoin d'avoir le dernier matos ou qui n'ont pas besoin d'avoir 100 pages minutes, mais qui peuvent se contenter de 50, voilà, etc., etc. Donc il y a une nouvelle économie. Et cette économie, elle existe vraiment, c'est pas un machin marginal, hein. C'est une vraie... par exemple, Renault est en train de se poser la question, notamment avec ses véhicules électriques, d'en faire des producteurs d'énergie. Quand vous les branchez le soir, il y a plein de solutions qui sont en train de naître. Donc il ne faut pas être inquiet là-dessus. Moi, je comprends quand les gens parlent de décroissance, etc., les gens disent « mais merde, il y a déjà X millions de chômeurs, si en plus on réduit ». Non. Il y a une possibilité d'avoir un autre modèle économique qui est également producteur d'un autre type de richesse et d'emploi. Voilà. Donc il faut vraiment s'intéresser à... Il y a plein d'économistes, vraiment, qui commencent à travailler sérieusement sur le sujet et rebasculer un peu. C'est la même chose, en fait, sur les consignes et autres. Oui, il y a des lobbies industriels. Oui, il y a des industriels qui ne voient qu'à court terme. Mais il y a des industriels, par exemple, comme Miele pour l'électroménager, ils ont fait leur réputation sur la durée et la solidité de leurs produits. Ils les vendent plus cher. Bon. Et ben ces gens-là, ils vont aussi mettre la pression sur les industriels qui sont dans je jette, je pollue, je machin, j'en ai rien à foutre, après moi le déluge. Ces industriels-là ne sont pas nécessairement majoritaires, je répète, à l'intérieur même de la logique industrielle et du profit. Donc il faut s'appuyer, c'est aussi ça, hein, il faut qu'on arrive à s'appuyer sur ceux qui veulent changer le modèle, mais le faire de manière positive avec aussi les consommateurs. Mais soyez pas inquiets, je vous assure, franchement, ça continuera à marcher, ça marchera différemment et sûrement mieux, notamment pour l'emploi et la relocalisation des emplois de services et de réparation. Darty, avant, par exemple, ils vendaient du service, ils vous réparaient votre machin en 48 heures. C'était l'argument de vente de Darty. Bon, maintenant, c'est le prix. Mais ça reviendra, le service. Voilà. Boulanger est en train de le développer à mort, y compris avec les imprimantes 3D pour faire réparer les petites pièces. Voilà. Et Boulanger, c'est un distributeur, c'est un industriel. Donc,
Voilà, soyez optimistes. Moi, je suis sûr que vous allez connaître un monde qui va être, pour le coup, beaucoup plus intéressant que celui que j'ai connu moi, avec je prends, je produis, je jette, j'exploite, je prends, je jette, etc. Le monde à venir est plus intéressant. Bon, eh bien, je pense que ça nous fait une belle conclusion. Je suis désolée pour les questions qui restent, mais on n'a pas le temps. Donc, merci à tous d'être venus. Et merci à tous pour vos questions. N'hésitez pas à mettre le papier jaune, si vous l'avez rempli, dans la boîte à idées. Ça sera pris en compte dans la synthèse de l'événement, qui, je vous rappelle, sera envoyé au secrétariat général des consultations citoyennes pour être synthétisé avec tous les avis et les propositions qui ont été recueillis lors de ces consultations citoyennes pour être présenté au Conseil européen le 14 décembre. Merci à tous et bonne soirée.